tous, j'espère que vous allez bien. En mars 1939, alors que la guerre civile espagnole touche à sa fin et que l'Europe s'avance dangereusement vers un nouveau conflit mondial, le Portugal et l'Espagne signent à Lisbonne un accord qui peut sembler discret, presque secondaire, face aux grandes secousses du siècle. Mais pourtant, ce texte diplomatique joue un rôle majeur dans l'histoire de la péninsule ibérique. Il s'agit du traité d'amitié et de non-agression luso-espagnol, également connu sous le nom de Pacte ibérique. Derrière cette appellation apparemment simple, se cache un accord essentiel pour comprendre la stabilité des relations entre les deux dictatures voisines, le choix de neutralité de la péninsule ibérique durant la Seconde Guerre mondiale, et plus largement, l'équilibre géopolitique du sud-ouest européen. Pour comprendre pourquoi ce traité est signé en 1939, il faut revenir un peu en arrière, sur le contexte de l'époque. Le Portugal de Antonio Oliveira Salazar est alors dominé par l'Estado Novo, un régime autoritaire, conservateur, catholique et nationaliste. En Espagne, la guerre civile, commencée en 1936, oppose les républicains aux nationalistes menés par le généralissime Francisco Franco. Salazar soutient très tôt le camp franquiste, par affinité idéologique, mais aussi par calcul stratégique. Pour le régime portugais, une victoire républicaine ou révolutionnaire en Espagne représente une menace directe pour sa propre stabilité. Le soutien portugais au camp nationaliste ne se limite pas à la sympathie, ou à la diplomatie, à la logistique et à la politique et à la religion aussi. Il faut rappeler que Franco et Salazar sont des purs catholiques. Plusieurs historiens soulignent que cette aide a contribué à renforcer la position de Franco durant le conflit et surtout à le faire gagner, en plus de l'aide apportée par l'Allemagne et l'Italie bien sûr. Vous voulez en savoir plus sur le pacte amitié luso-espagnol? Venez avec moi! La guerre civile espagnole transforme profondément les relations entre Lisbonne et Madrid. Pendant des décennies, les deux pays ibériques ont entretenu des rapports mêlés de proximité culturelle, de méfiance stratégique, de rivalité historique. L'Espagne, plus vaste et plus puissante, a longtemps représenté pour le Portugal une menace potentielle. L'un des objectifs permanents de la diplomatie portugaise depuis la fin du XIXe siècle consiste précisément à garantir l'indépendance du pays face à son voisin. Dans ce cadre, l'arrivée au pouvoir d'un régime autoritaire mais stable et anti-républicain paraît à Salazar plus rassurant qu'une Espagne révolutionnaire ou incontrôlable. Du côté espagnol, Francisco Franco sort de la guerre civile victorieux mais dans une position encore fragile. Son régime doit se consolider, reconstruire un pays ravagé, tout en évitant l'ouverture immédiate d'un nouveau front diplomatique ou militaire. Un accord avec le Portugal lui permet de sécuriser sa façade occidentale, de normaliser sa situation régionale et de montrer que l'Espagne nationaliste peut s'intégrer dans un cadre diplomatique reconnu. Pour Salazar comme pour Franco, le traité répond donc à une logique très concrète: stabiliser la péninsule ibérique, verrouiller la frontière commune et éviter qu'un conflit européen plus large ne transforme la région en terrain d'affrontement. Le traité est signé à Lisbonne le 17 mars 1939, quelques jours avant la fin officielle de la guerre civile espagnole. Il est conclu entre Antonio de Oliveira Salazar pour le Portugal et Nicolas Franco, frère de Francisco Franco, qui représente l'Espagne. Ce détail est très important, car il souligne la nature encore transitoire du pouvoir franquiste. Le régime s'installe, mais il se dote déjà d'outils diplomatiques pour durer. L'accord est ensuite ratifié rapidement, preuve que les deux gouvernements y voient un intérêt immédiat. Sur le fond, le traité repose sur plusieurs principes simples mais décisifs. D'abord, les deux États reconnaissent mutuellement leurs frontières, ce qui est loin d'être anodin dans une péninsule marquée par des siècles de tensions.
Ensuite, ils établissent officiellement des relations d'amitié. Enfin, ils s'engagent à se consulter sur les questions d'intérêt commun, ce qui introduit une logique de concertation politique durable. Le texte ne constitue pas une alliance militaire offensive au sens strict, mais il crée bel et bien un cadre de coopération stratégique. En réalité, il institutionnalise une communauté d'intérêts entre deux régimes autoritaires idéologiquement très proches. Un aspect souvent méconnu mérite d'être souligné. Les négociations ayant mené au traité bénéficient aussi du soutien actif de la diplomatie britannique. Londres voit dans cette entente ibérique un moyen de limiter l'influence croissante de l'Allemagne et de l'Italie sur la péninsule ibérique. Autrement dit, le traité ne se réduit pas à une simple entente entre Salazar et Franco. Il s'inscrit aussi dans un jeu européen beaucoup plus large, où chaque puissance tente de prévenir un basculement stratégique du sud-ouest du continent. Cette dimension donne au pacte une importance géopolitique qui dépasse largement la seule frontière hispano-lusitanienne. Le 29 juillet 1940, dans un contexte profondément bouleversé par la Seconde Guerre mondiale et par la chute de la France, un protocole additionnel vient préciser les termes du traité initial. À ce moment-là, la situation internationale a radicalement changé. L'Allemagne est triomphante. La pression sur les pays restés neutres s'intensifie. Pour le Portugal, comme pour l'Espagne, il devient indispensable de clarifier leur position commune. Le protocole additionnel renforce le principe de consultation entre les deux États et consolide l'idée d'une neutralité péninsulaire. Cette évolution est essentielle. Franco est idéologiquement proche des puissances de l'Axe et plusieurs secteurs de son régime souhaitent une participation plus active au conflit mondial. Pourtant, l'Espagne ne bascule pas dans la guerre. Le lien avec le Portugal, associé à l'intérêt de préserver la stabilité ibérique, contribue à freiner cette tentation. Pour Salazar, la neutralité n'exclut pas la prudence. Le Portugal conserve son alliance ancienne avec le Royaume-Uni, tout en évitant la confrontation directe avec l'Axe. Ainsi, le traité de 1939 et son prolongement de 1940 servent de cadre à une stratégie de survie politique et diplomatique. Le traité luso-espagnol de 1939 est parfois relégué au second plan par rapport aux grands accords européens de la même année. On pense tout de suite au pacte germano-soviétique. Pourtant, son importance concrète est considérable. En maintenant la péninsule ibérique à l'écart d'une implication directe dans la guerre, ça contribue à préserver un espace stratégique clé à l'extrémité occidentale de l'Europe. Si l'Espagne était entrée en guerre aux côtés de l'Axe, la question de Gibraltar, des routes maritimes atlantiques et de l'équilibre méditerranéen aurait pu prendre une tournure très différente. Le maintien d'une forme de neutralité espagnole et portugaise n'est donc pas un simple petit détail. Il influence réellement la géographie politique du conflit. Le pacte marque également une rupture dans l'histoire des relations ibériques. Pendant très longtemps, la relation entre l'Espagne et le Portugal est dominée par la suspicion. Avec l'accord de 1939, cette méfiance n'est pas affectée et surtout elle n'est pas effacée. Mais elle est encadrée. Les deux régimes se reconnaissent mutuellement et choisissent de faire de la péninsule un espace de coordination plutôt qu'un terrain de rivalité. Des rencontres régulières entre Franco et Salazar dans les années suivantes renforcent cette logique. Le traité inaugure donc une nouvelle phase diplomatique, faite moins de confrontation que de coexistence organisée entre deux États voisins. Il serait toutefois trompeur de présenter ce traité comme un simple instrument de paix entre deux nations voisines. Le pacte de 1939 est aussi le produit d'un moment autoritaire de l'histoire européenne. Il rapproche deux régimes qui partagent des valeurs antilibérales, anticommunistes
et profondément hostile à la démocratie parlementaire et républicaine. Le langage diplomatique de l'amitié et de la non-agression masque une réalité plus rugueuse, celle d'une entente entre deux personnages autoritaires qui cherchent à se consolider mutuellement leur autorité. De ce point de vue, le traité doit être lu à la fois comme un mécanisme de stabilisation régionale, comme un document révélateur des affinités idéologiques du temps. Cette ambivalence est précisément ce qui rend le sujet très intéressant. D'un côté, l'accord protège la péninsule ibérique d'une déstabilisation majeure au moment où l'Europe s'effondre dans la guerre. De l'autre, il consolide un ordre politique qui durera plusieurs décennies. Le traité d'amitié et de non-agression luso-espagnol de 1939 est un texte bref, mais avec une importance très grande. Il clôt symboliquement le cycle ouvert par les guerres civiles espagnoles, stabilise les rapports entre Madrid et Lisbonne, contribue à maintenir la péninsule ibérique en marge de l'affrontement direct pendant la Seconde Guerre mondiale. Il révèle aussi l'existence d'une convergence politique entre le franquisme et le salazarisme, convergence qui structure durablement les relations entre les deux États jusqu'aux transitions démocratiques du milieu des années 70. En ce sens, le pacte ibérique n'est pas seulement un traité frontalier ou diplomatique, c'est une clé de lecture pour comprendre comment au cœur d'une Europe en feu, deux régimes autoritaires ont choisi la coordination, la prudence et la survie. Ainsi s'achève notre aventure d'aujourd'hui. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Dans notre prochaine aventure, on partira sur les traces du mois le plus long, de juin à juillet 1914, qui entraîne...